Bonsoir à tous. Alors, je remercie tout d'abord la SIA Vaud et Madame Dorothon pour l'invitation. Ça nous permet, nous, en tant que société d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de présenter notre point de vue. On va essayer de présenter un point de vue optimiste sur le métier de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci. Et peut-être d'abord parler du rôle du maître d'ouvrage, pour présenter un peu qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage et quel est son rôle dans des projets de plus en plus complexes, comme l'a dit M. Richter. Ensuite, les prestations du BAMO, celles du RMO, essayer de voir un peu la différence pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis ensuite, les liens entre BAMO, RMO et les mandataires, puisqu'il y en a et ils sont plutôt positifs, en tout cas pour mon expérience. Et puis après, conclure sur ce sujet. Voilà, ça c'est le sommaire. Voilà. Donc d'abord le maître d'ouvrage. Donc il y a des définitions qui existent un petit peu partout. Je suis parti de la définition de la SIA 112 qui précise un point de vue. Donc décideur suprême d'un projet de construction, il est propriétaire et ou investisseur, c'est lui qui est le requérant dans les procédures d'autorisation nécessaires. Donc on voit que c'est celui qui décide. Pour décider, il faut être compétent sur toutes les questions qui lui sont soumises, et elles sont nombreuses. Donc on voit ici des tâches du maître d'ouvrage. Il définit les objectifs principaux et conditions cadres du projet, il garantit le financement et la rentabilité du projet, il gère la communication du projet, il assure les prestations il adjuge les prestations de mandataires, de travaux, il valide les éléments du projet, il contrôle, libère les factures des différents intervenants, il réceptionne finalement le projet et le transmet à l'exploitant. Donc on voit au travers de toutes ces tâches, qui ne sont pas exhaustives, hein, c'est certaines, il faut que le maître d'ouvrage à la fois connaisse l'exploitation de son bâtiment, l'exploitation existante si c'est une transformation et future. Il faut qu'il soit un financier du projet, puisqu'il doit garantir le financement et la rentabilité de son projet. Il faut que ce soit un communicant, il doit communiquer à tous, aux tiers, et même en interne parfois de sa propre société, ou pour un maître d'ouvrage public, son conseil municipal par exemple, le projet. Ensuite, il doit connaître les marchés publics, il doit connaître les prestations et les travaux de mandataires et d'entreprises, et puis connaître les standards de la construction pour pouvoir réceptionner le jour où on lui dit de signer en bas de la page. Donc ça veut dire qu'il doit connaître beaucoup de choses. Certains maîtres d'ouvrage ont toutes ces compétences, d'autres ne les ont pas, puisque c'est la première fois qu'ils vont construire par exemple, ou bien aussi ils n'ont pas le temps de pouvoir réaliser toutes les tâches qui leur sont demandées. La diapo qu'on voit là, c'est de voir un petit peu, répéter ce qu'on a dit sous forme de tâches, les interlocuteurs auxquels le maître d'ouvrage devra faire face et devra donner une réponse adaptée à chacune des questions qui lui sont posées. Donc le financeur, l'architecte, les entreprises, les ingénieurs, les divers conseillers, les tiers, riverains, etc., les autorités et l'exploitant. Le maître d'ouvrage doit savoir tout faire, dialoguer, échanger avec tous ces spécialistes et tous ces intervenants, et avoir un discours adapté et des réponses adaptées à chacun. Donc, M. Muay pourra le confirmer après, maître d'ouvrage c'est un métier complexe, c'est pas simple, et puis il faut avoir du temps à disposition et pouvoir donner toutes les informations que les entreprises ou les mandataires ont besoin, et puis prendre les décisions en temps et en heure pour permettre de respecter l'avancement du projet. Donc, moi je vois, et en tout cas notre société, on voit le BAMO ou le RMO, enfin en tout cas l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme non pas un filtre supplémentaire, mais un soutien supplémentaire au maître d'ouvrage qui lui permet de réaliser l'ensemble des tâches qu'on lui demande. On va pouvoir voir ici un peu les deux types de tâches principales que l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou le bureau d'assistance à maîtrise d'ouvrage peut faire. C'est donc d'abord l'assistance au maître de l'ouvrage. La SIA 112
décrit également ce point. Donc l'assistance au maître d'ouvrage est l'état-major qui assiste le maître de l'ouvrage dans ses tâches en le conseillant en matière de controlling, de coordination et d'administration. Donc l'assistant maître d'ouvrage va agir comme un expert sur une ou plusieurs problématiques et donner les outils au maître d'ouvrage pour lui permettre de prendre les décisions qui lui sont soumises. Néanmoins, le maître d'ouvrage reste le seul à prendre les décisions. C'est lui qui signe, c'est lui qui, que ce soit les contrats, les correspondances ou tout ce qui engage le maître d'ouvrage. Pratiquement, pour les architectes qui ont été à des séances auxquelles assistaient des BAMO, lors de ces séances, le BAMO il est aux côtés du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est là pour prendre la décision, le BAMO est là pour le conseiller, soit au creux de l'oreille, soit de manière plus transparente. Donc le BAMO, il est là vraiment pour des points ponctuels du projet, assister le maître d'ouvrage. On peut prendre des exemples, hein. Par exemple, nous on va nous demander d'être là pour organiser certaines procédures d'acquisition de marché, au travers d'appels d'offres ou de concours par exemple. On peut être aussi demandé en tant que soutien pour mettre en place une coordination entre différents maîtres d'ouvrage, quand il y a par exemple des projets à plusieurs maîtres d'ouvrage et qu'il y a une coordination un peu plus poussée à mettre sur pied, ou également tout ou partie de l'organisation de projets, au travers d'organigrammes, répartition des tâches, cahier des charges, circulation d'informations, procédure de validation, qu'on regroupe au travers d'un manuel de projet et qui permet de décrire l'organisation du projet. Donc voilà, ça c'est des tâches ponctuelles qui peuvent être demandées à un BAMO. Ensuite, on a le RMO. Alors le RMO, il est plus aux côtés du maître d'ouvrage comme on le voyait tout à l'heure, il est vraiment le fameux filtre que M. Richter disait, entre le maître d'ouvrage et le mandataire. Alors le filtre, on le verra tout à l'heure, il n'est pas forcément négatif pour les mandataires, mais toujours est-il que le représentant du maître d'ouvrage représente le maître d'ouvrage vis-à-vis du ou des prestataires. C'est toujours la SIA 112 que je reprends ici. Et le RMO, là, agit comme un chef de projet du maître d'ouvrage, mais effectivement, ce chef de projet ne peut prendre des décisions que dans le cadre qui lui est permis dans le contrat qui est passé avec le maître d'ouvrage. Ça veut dire qu'il y a des limites financières, clairement. Il y a des limites d'engagement, des prérogatives qui sont définies dans le contrat que passe le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage reste le seul à prendre des décisions, c'est juste, mais le RMO peut quand même prendre des décisions dans le cadre, par exemple, budgétaire qui lui est fixé, dans l'intérêt, bien sûr, du projet et du maître d'ouvrage. Ce qui est important ici dans cette relation, pour éviter justement que ce filtre soit trop présent pour les mandataires, c'est-à-dire un RMO qui est là et qui prend du temps pour analyser la question, qui prend du temps aussi pour la faire remonter au maître d'ouvrage, et dans le sens inverse, prend le temps, trop de temps pour faire redescendre la décision, et ben, le maître d'ouvrage et le RMO doivent s'organiser pour trouver une manière de communiquer. Alors, ça peut être des reporting, ça peut être des séances qui sont mises sur pied avec une délégation du maître d'ouvrage, du comité décisionnel du maître d'ouvrage, qui est là et qui suit plus particulièrement le projet. Des séances régulières qui permettent au RMO d'informer le maître d'ouvrage de l'ensemble des décisions qu'il doit prendre. Et puis après, ben, il y a des points urgents qui peuvent se faire au fur et à mesure de l'avancée du projet. Voilà, la mission du RMO, peut-être pour être complet là-dessus, elle peut être totale, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage dit au RMO, vous allez être le chef de projet de A à Z pour tous les sujets. On pourrait appeler ça une délégation du maître d'ouvrage, c'est complètement le RMO est le maître d'ouvrage pour tous les sujets, mais elle est bien plus souvent partielle. En particulier, il y a des aspects que conservent presque en majorité les maîtres d'ouvrage, c'est les aspects de communication et les aspects de financement, rentabilité, commercialisation,
qu'ils sont là souvent et exclusivement du rôle du maître d'ouvrage et peu du RMO. Mais ça peut arriver parfois que sur quelques aspects que ce soit, le RMO soit sollicité par le MO. Un petit exemple pour montrer que le RMO peut avoir des effets bénéfiques pour les mandataires. C'est un exemple où je pense plusieurs d'entre vous en tant qu'architecte ou ingénieur avaient eu affaire, c'est d'avoir plusieurs maîtres d'ouvrage ou indiqués comme tel, plus l'exploitant, avec un maître d'ouvrage qui demande quelque chose, le maître d'ouvrage, l'autre demande quelque chose de différent, l'exploitant vient rajouter une couche en disant ben, « moi je suis d'accord sauf sur ce point-là ». Qu'est-ce que doit faire le mandataire? Il écoute a priori celui qui a le contrat, avec qui il a signé le contrat, mais parfois la vie du projet fait que le maître d'ouvrage dit écoutez aussi ce que dit l'exploitant, c'est intelligent, vous devez prendre en compte ce qu'il dit. Et c'est au mandataire de faire le tri entre l'information qu'il doit prendre en compte de l'exploitant, du MO numéro 1, du MO numéro 2, et on peut les multiplier comme ça. Donc la difficulté pour le mandataire, c'est d'avoir ce MO multicéphale qui peut être source de complications et de risques pour le projet et pour le mandataire, puisqu'il va ne pas savoir vers qui se tourner et définir qui détient le lead sur le projet. Donc c'est pour ça que le RMO intervient à ce moment-là en tant que filtre, je pense positif pour le mandataire, puisqu'il va faire l'interface entre ces plusieurs maîtres d'ouvrage et l'exploitant, et ne donner que la synthèse et la compilation de l'ensemble des échanges qui auront eu lieu entre ces différents maîtres d'ouvrage et l'exploitant, et tâcher de donner au mandataire une directive claire, un besoin clair, un programme clair également. Donc il est chargé, ce RMO, dans ces cas-là, de faire descendre l'information, mais aussi de la faire remonter. On ne va pas demander au mandataire d'aller informer le maître d'ouvrage 1, le 2, l'exploitant de l'entier des décisions. Il va le faire qu'au RMO, et le RMO, après, doit être responsable de faire circuler l'information. Donc c'est dans ce sens où je pense que le RMO peut avoir un aspect positif sur le projet. Il faut bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, que les délais soient clairement établis et qu'un RMO ne peut pas simplement être celui qui retient l'information et ne la diffuse que quand ça l'arrange auprès des maîtres d'ouvrage ou en redescendant auprès du mandataire. Il faut un strict respect dans la circulation de l'information. Et on en revient à l'organisation de projet et au manuel de projet qui doit décrire tout ça. Ensuite, peut-être le lien entre le BAMO, RMO et les mandataires. On peut voir qu'il est parfois difficile sur certaines tâches de faire le tri entre que fait un BAMO, un RMO et que doivent faire les mandataires. J'ai pris quelques exemples sur la SIA 102, des prestations ordinaires aux prestations à convenir spécifiquement. On voit que sur des prestations ordinaires, par exemple, mises sur pied de l'organisation du projet, est-ce que c'est une tâche exclusive des mandataires, ou est-ce que le MO via le RMO ou BAMO n'a pas quelque chose, une pierre à ajouter à l'édifice de cette organisation de projet. Pareil pour les prises de PV de séance, est-ce que c'est exclusivement une tâche du mandataire ou ça doit être aussi le maître d'ouvrage qui le fait? L'organisation des appels d'offres travaux, on voit que c'est un travail commun entre maître d'ouvrage et mandataire pour définir en particulier les conditions générales. Là, le RMO aussi ou BAMO peut apporter des informations et son expertise. Et puis j'ai pris un autre exemple, conseil dans le choix du mobilier, où là c'est plus l'exploitant par exemple qui pourrait être sollicité pour ce sujet-là. Pour les prestations à convenir spécifiquement, l'organisation d'un management de la qualité, c'est une tâche qui
dans certains de nos mandats d'AMO, nous est revenu en tant que responsable assurance qualité. Nous étions responsables d'organiser le management du projet, le management qualité bien sûr. Donc ça, c'est des tâches, si elles sont pas clairement établies et définies entre l'architecte ou l'ingénieur et le BAMO et RMO, effectivement ça peut poser problème parce que l'un va parler du même sujet d'une façon et l'autre d'une autre. Donc ça, c'est vraiment des sujets où on va voir des tâches qui peuvent se recouper. Pour peut-être un dernier exemple, l'estimation du coût d'exploitation, ça peut très bien être un BAMO en Facility Management qui va avoir à faire cette tâche. Mais c'est aussi une tâche qui peut être donnée à l'architecte selon la SIA 102. Donc on voit ici que les tâches communes entre BAMO et RMO existent. L'important peut-être, et là je vais passer à la conclusion, c'est que ce soit clairement établi, que tout le monde sache qui fait quoi dans un projet. Je pense que tout le monde, architecte, ingénieur, spécialiste, BAMO, RMO, on est tous au service du projet et du maître d'ouvrage. On obtient nos mandats du maître d'ouvrage. Donc on est là pour être à son service, au service du projet et offrir les différentes compétences. Effectivement, les projets, on l'a vu dans un slide, sont de plus en plus complexes et puis beaucoup d'interlocuteurs. S'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il faut peut-être un travail de communication et de clarification des rôles de chacun. Donc il faut que les rôles et prestations de l'ensemble des intervenants soient clairs, sans trop redondance. Ça veut dire que, comme on disait, il faut savoir qui fait quelle tâche et que ce ne soit pas deux personnes qui fassent la même tâche. Connu, ça veut dire qu'il y a une diffusion peut-être d'un cahier des charges du BAMO, du RMO, que les architectes, les ingénieurs sachent quelles sont les compétences du BAMO et du RMO, et puis reconnu ou respecté de tous. Ça veut dire que quand un rôle est défini, eh ben, il faut s'attacher à respecter ce rôle et respecter surtout le rôle de l'autre. Et je pense qu'une fois que tous ces prérequis, ces préalables sont remplis, on arrive malgré tout à avancer et à remplir nos différentes tâches, comme le disait M. Richter, en toute confiance. C'est-à-dire qu'un projet de construction pour certains maîtres d'ouvrage, c'est peut-être le seul avant plusieurs dizaines d'années, donc ils ont envie qu'il soit bien réalisé, même ceux qui le font plus souvent. Et donc cette confiance, elle permet de définir clairement ensuite les responsabilités de chacun. Peut-être le dernier mot, c'est de dire que voilà, le projet doit se faire en toute transparence. Il n'y a pas de secret qui doit être conservé. Les échanges doivent être permanents. On doit définir la meilleure manière de circulation de l'information, mais on ne doit pas volontairement cacher à l'un ou l'autre des membres du projet, de l'équipe de projet, des décisions ou des faits importants, puisque là on va entamer la confiance qui doit être nécessaire. Voilà pour ma présentation, je pense que j'ai terminé. Et puis je vais laisser la parole au suivant, à Monsieur Muaim, il me semble. Voilà.